En fait, les gens, ils veulent tout de suite, trop facilement, parce qu'ils ont vu un screen d'un mec qui fait un cadet 30 jours. Faut que tu aies une ambition monstrueuse dès le début, que tu as envie de créer un empire. T'imagines, tu travailles à fond, un an sur un business, pour que 50 prochaines années de ta vie, tu travailles où tu veux, quand tu veux, liberté financière, géographique, c'est une dinguerie. Une personne qui te donne sa confiance une fois, elle a 7 fois plus de chances de te donner sa confiance une deuxième fois. Et en fait, quand tu commences à avoir ton premier achat, il y a un client qui t'a fait confiance. C'est maintenant que la vente en vérité elle commence. Une personne qui sait vendre, qui sait créer une offre, qui sait contrer des objections, qui sait mettre en avant les bénéfices produits, elle va manger tous les jours la personne B qui n'a pas cette compétence-là. Faut pas forcément être smart pour faire de l'argent sur internet. Pour une personne qui souhaite réussir dans l'e-commerce, c'est pas de forcément chercher la prochaine tendance. Parce que je pense que ça, c'est très compliqué à faire. Combien de chiffre d'affaires généré pour toi et même pour tes clients? En réalité, un peu millions. Bienvenue à tous dans ce nouveau podcast, dans l'épisode 1 de ce podcast Stay Focus qui est dédié aux débutants et intermédiaires en e-commerce qui ont envie de développer leurs compétences sur le long terme, qui ont envie de créer une marque long terme, stable, rentable, pas de bullshit, pas de vente de rêve. Toutes les questions, tous les sujets que vous voulez qu'on aborde, on va le faire dans cet épisode-là de manière condensée. D'accord les amis, c'est de la pure valeur. Accrochez-vous, attachez votre ceinture et j'ai l'honneur de pouvoir accueillir dans ce premier épisode Yas. Merci déjà d'être avec nous et s'il te plaît, dis-nous qui tu es. Merci beaucoup pour l'invitation, Sofiane. Pour me présenter très brièvement, je m'appelle Yasser, j'ai 28 ans. Je fais de l'e-commerce depuis maintenant 2017, donc ça va faire plus de 7 ans, quasiment 8 ans que je suis dans le milieu. Principalement focus Google Ads comme source d'acquisition de trafic, même si j'ai pu faire aussi du Facebook et de l'influenceur. J'ai généré des millions d'euros de chiffre d'affaires depuis ces 7 dernières années. Et voilà, bon, je pourrais parler des heures de moi, mais brièvement, c'est tout simplement ça. Incroyable. Pour les personnes au cas où qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Sofiane Kasmi, je viens d'avoir 23 ans. Pareil, j'ai commencé depuis à peu près 7-8 ans l'e-commerce, plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires généré. Et depuis maintenant 3 ans, je m'occupe d'accompagner les débutants et intermédiaires en e-commerce à créer leur marque et à monter en compétences. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour éviter de faire perdre du temps aux gens. La première question, peut-être que tu reçois souvent, que je reçois souvent en DM, en commentaire ou quoi que ce soit, et c'est une question où la réponse est très cohérente et basique. L'e-commerce, est-ce que c'est vraiment saturé en 2025? La question que je reçois depuis 2017, depuis que j'ai commencé, même moi, je me posais cette question au début quand je me suis lancé. Honnêtement, c'est la question qui revient très souvent. Moi, ce que j'aime bien donner comme exemple, j'aime bien donner l'exemple du canapé. Le canapé, depuis que le canapé existe, depuis que l'e-commerce existe, qu'on peut acheter des choses et vendre des choses sur Internet, le canapé est recherché et demandé. Il n'y a pas de raison que d'ici 100 ans, le canapé, d'un coup, ne soit plus recherché, ne soit plus demandé sur Internet. Et pour moi, ça va continuer comme ça des centaines, des milliers d'années. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, tu comprends que l'e-commerce ne sera jamais saturé. Et ça va juste être peut-être une compétition qui va s'accentuer, là où il faudra se démarquer par rapport aux autres personnes. Mais à aucun moment, en tout cas, moi, je vois une saturation de l'e-commerce. C'est juste comme depuis 2017, des différenciations chaque année où des choses vont s'améliorer. Il faudra se différencier du monde. Et voilà, tout simplement, moi, ma vision que j'ai là-dessus. Complètement. Et puis, tu sais, en vrai, tu regardes les stats parce qu'ils sont quand même dévoilés. Les stats de Amazon, les stats de Shopify, tous les ans, elles ne cessent d'évoluer. Toutes les années, Shopify fait davantage de ventes. Amazon, on n'en parle même pas. Et dans tous les cas, la vente depuis le début de l'humanité, ça existe. Et tant qu'il y aura des êtres humains et Internet sur Internet, il y aura de l'e-commerce en fait. Donc je pense qu'on est bien jusqu'à la fin de notre vie concernant l'e-commerce et le potentiel que ça a. Maintenant, comme tu l'as dit, un domaine, quand il y a beaucoup de concurrence, en fait, ça commence à créer des extrémités. Et là, l'extrémité, vraiment, le fil entre les deux, il est super fin. Ça veut dire que soit tu es ultra bon dans le domaine, tu réussis, soit tu fais comme 99% des gens, tu fais n'importe quoi, n'importe comment, et là, c'est la galère. Et comme tu l'as aussi très bien dit, les méthodes ont évolué, ils ont changé. Donc si tu vends comme en 2017, bah, forcément, tu n'auras plus les mêmes résultats, parce que les gens sont beaucoup plus éduqués. Tout le monde a déjà acheté sur Internet. Tout le monde s'est déjà fait arnaquer sur Internet. Même mamie Gisèle de 70 ans, elle sait très bien ce que c'est un site dropshipping. Donc les gens sont beaucoup plus éduqués, donc forcément, ça a rendu le marché plus compact, il faut mieux faire les choses maintenant. Complètement. Ça ne veut pas dire que c'est saturé, 100% d'accord. c'est différent. Mhm. Complètement. C'est ça. Et de toute façon, comme tu l'as dit, la base des hommes, c'est que au début, le commerce, c'était dehors. Les gens achetaient, revendaient, il y avait du troc. Donc, ça se passait pas sur Internet. Internet est arrivé. Et chaque année, de plus en plus de monde achète sur Internet. Et je vois plutôt l'inverse qui va se passer. C'est juste qu'Internet, à un moment donné, il va prendre tellement le dessus que 80% de la population vont acheter sur Internet et qu'il n'y a plus de transactions, en tout cas peu de transactions qui vont se faire dans la vraie vie. Donc, pour moi, c'est plus l'inverse qui va se passer. Mais comme tu as dit, forcément, les gens vont voir l'opportunité. Donc, il y aura plus de monde. Et c'est là qu'il va falloir se démarquer, tout simplement. Complètement, de ouf.
Donc l'e-commerce, est-ce que c'est saturé? Non, ça l'est pas. Maintenant, c'est juste différent de 2017-2018 en termes de dropshipping. Par contre, ça reste quand même une opportunité. Euh, Justement, tu vois, un débutant qui nous regarde, qui a envie de se lancer, qui a vraiment envie de réussir avec l'e-commerce, qui a envie de changer sa vie, et qui vient nous entendre dire comme quoi, bah en fait, voilà, maintenant il y a des extrémités qui sont créées, c'est soit tu fais bien les choses et dans ce cas-là, tu as ta chance, soit tu fais comme tout le monde, n'importe quoi, n'importe comment, comme avant, et par contre là, ça va être compliqué, et qui a envie de se dire, bah écoute, moi j'ai envie de bien faire les choses, comment m'y prendre? Qu'est-ce que tu répondrais? Alors, bon, moi ce que je dis tout le temps, bon, on est coach tous les deux on accompagne des personnes à réussir dans l'e-commerce, donc ça peut paraître vendeur, mais c'est la réalité. Et moi c'est ce que je dis tout le temps, même quand il y a des personnes qui sont intéressées par être accompagnées, il faut que tu te formes. La Ouais, première des choses, c'est qu'il faut que tu te formes. Il de faut que ouf. tu prennes un coach, il faut que tu te formes. Ça peut ne pas être nous deux. On est Oui, OK contre ça, complètement. va avoir une autre personne si tu veux. Il n'y a aucun souci, mais va comparer des coachs, regarde ce qui est le mieux pour toi. Mais première chose, il faut que tu te formes. Formation pour moi, je suis un peu contre depuis quelques années parce que, comme on a dit avant, il y a beaucoup plus de concurrents. Donc, si tu veux vraiment aller beaucoup plus vite et démarquer, il vaut mieux être suivi par un coach qui a eu les résultats que tu veux avoir et que qui va pouvoir te suivre au plus proche. Donc, pour moi, première des choses, c'est que tu te fasses accompagner, donc que tu prennes un suivi. Deuxièmement, c'est que c'est bien beau d'être suivi, c'est bien beau d'avoir cet aspect théorique, d'essayer de comprendre des choses, mais la pratique, c'est ce qui va primer sur le reste. Je donnais l'exemple à une personne avec qui je parlais. C'est comme si demain, il y a des personnes qui vont, voilà, qui font du chantier, donc qui font des maisons par exemple. Le mec il va regarder des vidéos sur comment mettre les blocs, comment installer une porte ou je ne sais quoi, mais il va jamais sur le terrain. Le jour où il va aller sur le terrain, il va même pas réussir à soulever la porte. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi l'aspect pratique c'est ce qui va primer aussi derrière. Et pour moi ça c'est les deux combos. Tu te fais suivi, donc tu te formes, tu n'arrêtes jamais de te former, accompagnement, formation, etc. Tu as un vrai suivi sur ça. Et continuellement, même si tu as pris un coach, tu peux prendre un deuxième, un troisième, tu t'arrêtes pas. Et en parallèle à ça, pratique, ça veut dire que tu charbonnes comme un fou pendant des mois. Il y en a pour qui ça va prendre 3 mois, d'autres 6 mois, d'autres un an, ça va dépendre de chacun. Moi, pour le coup, je pense pas être bête, je pense avoir appliqué comme un fou les bonnes choses. Et pourtant, ça a pris un an avant que je fasse 1 euro de bénéfice. De fin Hmm, 2017 à fin 2018, je faisais 0 euro de bénéfice. ok. Donc, pareil, il faut être patient. Et si tu as ça, pour moi, tu as les clés. Après, c'est que question de temps. De ouf. De ouf. Mais tu vois, moi, ce que j'ai l'habitude de dire par rapport aux gens qui hésitent entre est-ce que je dois prendre une formation ou un vrai suivi, parce que mine de rien, un coaching one-one, forcément, en termes de prix, c'est plus cher. Mais ça dépend qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de découvrir le domaine et mettre un pied de l'autre côté? Si oui, prends une formation à 1000-1500 balles. Ça va te faire découvrir le domaine. Ok, pas de souci là-dessus. Par contre, si tu veux réussir, c'est ta priorité, ben va sur quelque chose qui a de la valeur. Et 1500 ou 1000 euros, forcément, derrière, il n'y a pas une valeur qui va te permettre de créer une marque à succès. Donc là, ça demande un peu plus d'investissement, mais il y a un vrai suivi, il y a de l'énergie, il y a des coachs, il y a quelque chose derrière, il y a un vrai suivi là-dessus. Et c'est soit, en fait, ça dépend qu'est-ce que tu veux. Si c'est ta priorité de réussir, suivi one-one, plus cher, mais forcément derrière, plus de résultats. Tu veux découvrir le domaine, petite formation qui va t'expliquer comment ça se passe. Donc voilà là-dessus. Ultra intéressant. Ok, donc être suivi d'après toi, pratiquer, il n'y a rien de plus important. Et est-ce que dans le suivi, tu mets l'aspect entourage? Entourage de la personne. Ouais, quand je dis entourage, c'est pas son entourage perso, mais tu sais, c'est plus l'entourage en tant que débutant parce que quand tu commences, t'es souvent seul en fait. Tu vois, et genre, c'est être Ok, entouré soit de ouais. personnes dans la même énergie que toi, ou même des gens qui sont un peu plus forts que toi. Alors, si t'as un suivi, t'as un coach, mais est-ce que tu... Comment, Hmm. justement, en tant que débutant qui est seul, parce que toi, je pense que c'était la même chose et moi aussi, Ouais, on est seul, on est en bien sûr. caleçon, on est dans notre chambre, on est solo, on n'a personne à qui parler, notre famille, elle nous comprend pas. Comment on peut bien s'entourer? Hmm. C'est une très bonne question. Alors, moi, je pense que ça dépend des profils. Tu as vu, pour mon cas, je sais pas pourquoi, mais moi, ma situation personnelle, que quand j'ai commencé, et même depuis ces années-là, j'ai été totalement, pas contre, mais j'arrivais pas à les groupes Discord, j'arrivais pas les groupes Facebook, Ouais, j'arrivais de pas à fou. parler avec d'autres personnes. De ouf. J'étais pas dans ça. Et pourtant, là, à l'heure actuelle, en 2025, j'entends beaucoup de personnes dire, ouais, je suis dans des groupes Discord et ils kiffent ça. Et j'arrive pas à savoir si c'est productif ou si c'est juste un truc en mode, parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens autour, mais Ouais. potentiellement, ça va pas vraiment les aider tant que ça. Donc je ne saurais pas te dire exactement. Moi, je pense que le mieux, excuse-moi, c'est d'avoir un mentor. Un mentor, De ça va être ouf. ton entourage. Ton mentor, il va être avec toi, ça va être ton entourage, ça va être ton suivi. Et après, si toi vraiment tu ressens le besoin, parce que je pense que chacun est différent à ce moment-là, si toi tu ressens le besoin d'avoir d'autres personnes qui sont au même niveau que toi, qui ont généré peut-être pour l'instant 2000 euros de CA et qui n'ont pas encore atteint les objectifs que tu souhaites atteindre comme ton mentor a pu les atteindre, et ben dans ce cas-là, peut-être que le groupe Discord peut être intéressant. Et encore, moi, je serais plus à l'heure du truc d'avoir peut-être une ou deux personnes avec toi, Ouais, je suis d'accord. avec qui tu fais là, un appel par semaine, histoire de se motiver et Je tout. suis d'accord. Peut-être que c'est le mieux, tu vois. Je suis d'accord de ouf. Et de toute façon, très souvent, quand tu prends un suivi, il y a toujours cet aspect groupe communautaire. Avec les gens qui font partie aussi du suivi. Et en fait, c'est là où tu dois te connecter parce que c'est vrai qu'être loup solitaire,
Je l'ai été moi aussi. En vrai, je pense pas que c'est le meilleur, mec, hein. Alors que si tu peux te challenger avec quelqu'un du même niveau, même si ça te fait sortir de ta zone de confort parce que t'es pas trop comme ça, crée un groupe WhatsApp avec deux trois mecs de ton niveau. Vous avez fait un appel de 15 minutes par semaine. Tu vois que ton collègue, il est plus. Et après, il y a ton ego, en fait, qui va jouer. Tu vois que ton collègue, il avance mieux que toi. Vous avez commencé au même niveau. T'as la dalle en fait, t'es en mode merde, putain, vas-y, moi aussi, il faut que j'y aille. Donc, non, c'est important quand même l'entourage dès le début. Et dans un suivi, ce qui est cool, c'est que t'as l'aspect coaching one-one. Et très souvent, ça dépend des suivis, mais je pense que toi aussi, il y a le groupe communautaire qui va avec. Et c'est là où il faut que tu te connectes. Complètement, ouais. Complètement. Ouais, c'est vrai, dans ce sens-là, ouais. Ouais, c'est vrai que là, j'avais pas dans cette vision-là. Mais ouais, 100%, 100%. Je pense que ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que, vous savez, comme moi, je l'ai pas vécu, toujours, je me pose cette question. Bah, c'est comme le fait de. Bon, je vais pas trop dévier du sujet, mais d'être débrouillard, tu vois. Moi, par exemple, de base, j'étais quelqu'un de vraiment très débrouillard quand j'avais des questions, même si j'avais un coach, etc. Quand c'était des petits trucs simples, tu vois, genre, par exemple, un truc qu'en 2 secondes je peux trouver sur Google, j'allais pas forcément demander à un entourage ou à un coach, etc. Et j'allais chercher la solution de moi-même, Ouais. tu vois. C'est-à-dire que moi, j'avais ce truc-là en moi et j'ai remarqué que peu de personnes l'avaient. Et pour moi, c'était normal. Et en fait, non, c'est pas normal, c'est plus que la population est assistée par rapport à peut-être les cours et l'école, etc. et leur éducation qu'ils ont eu de base, que j'ai eu aussi. Et peu de personnes est débrouillard. Et donc peut-être que là aussi, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'avoir un entourage, là où moi, j'ai pas eu ce besoin-là, et que la réalité est que beaucoup de personnes en ont besoin, donc c'est une bonne chose, comme tu as pu l'expliquer, tu vois. De ouf. Et tu sais quoi, même, je vais divaguer parce que c'était une question que j'avais, mais je l'avais plus tard, j'ai envie de la poser maintenant parce qu'elle est cohérente avec le sujet là. Tu as parlé de patience, tu as parlé de débrouillardise, tu parles en fait depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de traits de personnalité de quelqu'un qui a tendance à réussir. Pour toi, c'est quoi les traits de personnalité que tu vois chez des élèves que tu as vu réussir, ou toi en tout cas, tu as vu qu'en prenant du recul sur ta situation, tu avais des traits de personnalité aussi qui t'ont permis de réussir. D'après toi, pour réussir en e-commerce, est-ce qu'il y a des traits de personnalité à avoir où tout le monde peut réussir? Et s'il y a des traits de personnalité, quels sont ces traits de personnalité? Ouais, intéressant comme question. Moi, je pense que. Moi, je reviens tout le temps avec quatre grands principes que moi, je dis carrément même en appel quand je veux travailler avec des personnes. Et s'ils n'ont pas ces 4 principes-là, je ne travaille pas avec. Parce que je sais que ça sert à rien, je vais juste leur prendre leur argent et on va perdre du temps tous les deux. Et en fait, ces 4 points-là, c'est pas des traits forcément que tu vas avoir. Tu vas pas naître avec ça. Donc ça se travaille. Ou c'est des choses que si tu n'as pas, tu peux te débrouiller pour les avoir, tu vois. Et dans ça, il y a le premier point, c'est le travail à fournir, le focus. Pour moi, c'est vraiment l'une des sources principales, des ressources principales que tu dois avoir, c'est le focus. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lancer dans l'e-commerce, comme tu en parlais au début, et en mode découverte. En mode, tu arrives avec ton petit sac à dos, tu vas guetter un peu à droite à gauche. Ah, c'est intéressant, vas-y. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Tu peux faire ça, vas-y, c'était au tout début, tu n'as pas trop d'argent, tu es étudiant, au moins tu mets un pied dans le bain. Mais la base est que si vraiment tu veux te lancer à fond dedans, tu dois avoir un focus. C'est-à-dire que tu ne dois pas avoir d'autres activités à côté, ou tu peux avoir ton taf à côté, mais juste ton taf et l'e-com, et vraiment avoir le focus dessus. Le deuxième point, c'est d'avoir un minimum de temps par jour. Pour moi, une personne qui a 30 minutes par jour, ça ne sert pas à grand-chose. Elle va plus perdre son temps qu'autre chose. Et nous, ce qu'on dit, par exemple, c'est que nous, on ne travaille pas avec des personnes qui ont moins de 3 heures par jour. Ok. Pour nous, c'est une perte de temps. On se dit que 2 heures, ça peut être le strict minimum, mais nous, on vraiment cherche des personnes qui ont 3 heures par jour. Donc, par exemple, une personne qui taffe, classique 8h, 17h, eh ben, elle va devoir faire des sacrifices. Elle va devoir passer peut-être 20 minutes de moins avec sa famille, peut-être aller à la salle de sport 1 heure au lieu de 1h30 habituelle, et derrière, pouvoir travailler 2 heures le soir, Ouais. par exemple 1 heure le matin, se lever un peu plus tôt. Ok. Et nous, c'est ce qu'on demande. Et pour moi, c'est important parce que ça te permet d'avancer de la bonne manière, tu vois. Ouais. Troisième point, c'est au niveau de la patience. Il faut des personnes qui soient patientes, qui soient conscientes que l'e-commerce, c'est pas comme la plupart des coachs. Je suis tombé il y a 2 semaines sur un coach qui avait mis nous promettons un cadet en 50 jours. Tu vois. Et le problème, c'est qu'ils ont tous biaisé le marché avec ça, avec leurs promesses, et dans leur contrat, ils vont te mettre la promesse, mais les conditions, c'est que tu aies lancé 157 000 produits avant. Donc, malheureusement, ça a biaisé la tête des gens. La réalité, c'est que l'e-commerce, ça prend du temps. Pour faire de l'argent en e-commerce, c'est 6 mois, 1 an. Des fois, ça peut prendre 2 ans. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que là, en 5-6 mois, tu peux espérer avoir des résultats. Mais j'ai des personnes pour qui ça prend 8 mois, ça prend 12 mois. Et donc, il faut être patient. Quand tu rentres dans l'e-commerce, tu te dis pas, vite, je vais faire de l'argent parce que je suis endetté, il faut que je rembourse un crédit. C'est pas comme ça. Complètement. Tu vas te lancer dans l'e-commerce, tu vas te dire, là, pour mes 50 prochaines années, je vais être bien. Et si tu veux être bien pour tes 50 prochaines années, dans ce cas, tu prends le truc en mode chill, en mode, je vais mettre à fond, mais pendant 6 mois, 1 an, peut-être 2 ans. Et ça vaut le coup. Le ROS, il est incroyable. T'imagines, tu travailles à fond 1 an sur un business pour que 50 prochaines années de ta vie, tu travailles où tu veux, quand tu veux, liberté financière, géographique, c'est une dinguerie. 100%. Ça, c'est le troisième point. Et le quatrième et dernier point, c'est le budget. Une personne qui a 200 euros de côté, pour moi, c'est un peu compliqué. Après, toi, tu pourras peut-être avoir une vision différente là-dessus, parce que toi, tu commences en orga de ce que je sais. Donc, en tout cas, moi, de mon côté, j'essaie de vraiment demander à des personnes qui ont des milliers d'euros à investir.
Donc rien que pour investir en elle-même et pour avoir de l'argent pour les publicités. Donc une personne qui a 500 euros, on va rien faire avec. Et nous, on préfère dans ce cas-là passer à autre chose. Et voilà, pour moi, ça, c'est les 4 grands principes qu'on demande et que je Ultra dois intéressant. réussir. 100% d'accord. Ouais, nous, moi, mon sujet du coup de prédilection, c'est l'organique. Donc, on crée un compte plus précisément de l'organique TikTok Insta. Ça demande pas de fonds si jamais tu veux te lancer tout seul. Par contre, forcément, je conseille d'être accompagné. Et pour ça, faut avoir des fonds de côté pour que tu sois bien suivi, que tu fasses pas n'importe quoi. Mais tu vois, j'ai eu un mec il y a quelques jours, il a 12 ans. Le mec, il m'appelle, il a 12 ans. Jamais j'ai vécu ça. Je débarque en appel, j'entends le mec arriver, il parle pas, je dis allô, il dit oui, mec, une voix de Chipmunks. Vraiment, je fais hein. Je dis toi, t'es un troller. T'as quel âge? Il me dit j'ai 12 ans. Je fais Wow, vas-y, là, c'est va falloir abusé. m'expliquer. Qu'est-ce que tu fais à 12 ans? Là, je fais de l'organique depuis une semaine et j'ai fait 700 € de CA. Je dis, mec, à 12 ans. Donc en fait, tu peux te lancer dans tous les cas sans argent, parce qu'à 12 ans, le mec, mais il a rien de côté, il avait 30 balles, rien du tout. Et encore, il a réussi à faire un peu d'achat-revente Vinted pour avoir du budget. Donc déjà, tu vois la mentalité à 12 ans. Et tu peux te lancer en vrai, mais il y a de grandes chances que tu n'y arrives pas parce que beaucoup trop de gens sur les réseaux qui te disent tout et n'importe quoi, tu sais plus qui suivre, donc forcément il y a de grandes chances que tu fasses n'importe quoi. Par contre, les traits de personnalité que tu as dit sont ultra intéressants. J'en ai 4 moi que tu n'as pas dit et je pense qu'ils sont aussi ultra intéressants pour un débutant. L'ambition. Faut que tu démarres et que tu as envie de créer un truc de ouf. Parce que tu démarres avec une ambition de freelance où vas-y, moi j'ai juste envie de me verser 1500 € ou 2000 € en l'espace de 2-3 ans et j'ai envie de créer un petit projet side à ma vie. Non, compliqué. Faut que tu aies une ambition monstrueuse dès le début, que tu as envie de créer un empire. Ça déjà, c'est la première chose parce que c'est là où tu vas être ultra productif, que tu vas vraiment te donner à fond. La deuxième chose que je vois très souvent, c'est les personnes qui prennent des décisions ultra rapidement, qui exécutent aussi ultra rapidement et massivement. C'est-à-dire prendre des décisions à chaque fois, je dois réfléchir, non mais je sais pas, et je réfléchis pendant 3 jours. Non, t'avances pas. T'es au début, t'es pas un gros navire, c'est-à-dire t'es pas une marque avec 30 employés, va vite en fait, justement, parce que c'est ça ton effort. Donc ton avantage, c'est juste prendre des décisions ultra rapidement, t'as rien à perdre ou très peu de choses dans tous les cas, très peu de temps, mais au début quand tu commences ton temps, c'est pas non plus des millions d'euros. Tu prends des décisions ultra rapides et t'exécutes rapidement et massivement, c'est-à-dire du 12 heures par jour de boulot si jamais tu peux. Ça, c'est le deuxième trait de personnalité que je vois très souvent. Et pour avoir parlé avec des gens qui sont assez famous et successful, du moins dans l'e-com, il y a ce truc de être pirate. Genre, beaucoup de gens qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année, c'est pas des gens ultra smart. Quand je dis pirate, c'est des petits filous. Tu sais, ils vont chercher des raccourcis à droite à gauche, ils vont essayer de défier les règles, ils vont essayer d'optimiser des trucs. Être pirate, c'est pas forcément faire du mass testing comme tout le monde vous dit. Non, non, c'est vraiment, t'essayes de prendre des raccourcis que la majorité des gens ne te disent pas. Et quand t'es pirate juste dans ta mentalité, ça t'aide beaucoup. Faut pas forcément être smart pour faire de l'argent sur Internet. Et t'as ce truc d'être honnête avec toi-même. Quand t'as fait de la merde, sois honnête avec toi-même, t'as fait de la merde. Quand t'as fait confiance à la mauvaise personne, c'est pas la faute de la personne, c'est avant tout ta faute à toi. Quand t'as pas réussi ton testing sur Google, sur Meta ou peu importe, c'est pas de la faute de Meta ou de Google, c'est toi, t'as fait n'importe quoi. Et très souvent, je vois que les débutants, ils essayent de remettre la faute sur les autres et pas sur eux-mêmes. Et là, le manque de remise en question, ça te fait pas aller de l'avant. Tu vois. Donc ces 4 traits de personnalité, décision rapide, être ambitieux, être honnête avec soi-même et être pirate, très souvent quand tu démarres comme ça va vite, ça va très vite. En tout cas, ultra intéressant. Ouais, 100% d'accord. Est-ce que tu vois des tendances dans les 5 premières années, dans les 5 prochaines années? En gros, je m'explique. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en ce moment, beaucoup d'outils, beaucoup de mouvements. On voit TikTok Shop qui est arrivé, on voit l'IA qui commence à tous les jours. D'ailleurs, il y a des SaaS tous les jours, il y a des outils tous les jours, tu sais plus où donner de la tête. Est-ce que toi, tu vois une ou plusieurs tendances dans les 5 prochaines années qui vont bien redriver et peut-être même remettre les cartes en fait en jeu? Ok, intéressant. Moi déjà, je pense qu'il y a une tendance qui va prendre le dessus sur le reste. Bon, déjà, pour moi, c'est pas forcément un truc qui va venir et qui va sortir de nulle part. Parce que ça, de toute façon, il y a tout le temps. Tu vois, comme là avec TikTok Shop, très probable que GPT arrive avec son moteur de recherche, avec des annonces style shopping, qui va se positionner sur un nouveau truc. Ça, pour moi, c'est comme ça, c'est tout le temps. Ça va arriver tous les 2-3 ans. Mais je pense que la principale chose à voir ici, pour une personne qui souhaite réussir dans l'e-commerce, c'est pas de forcément chercher la prochaine tendance. Parce que je pense que ça, c'est très compliqué à faire. Je pense que ça, c'est très difficile à faire. Je sais plus qui parlait de ça dans un podcast, où tu as des personnes qui vivent de ça. C'est-à-dire, il y a des personnes, pas comme nous, ils vont être en mode...
surfer sur des tendances. Tu vois, là, il y a l'IA, ils vont faire de l'IA. Dans 6 mois, TikTok Shop, ils vont arrêter l'IA, TikTok Shop. Dans 6 mois, ChatGPT va sortir leur moteur de recherche, ils vont créer des shops en masse et ils vont lancer ça. Nous, on n'est pas là-dedans et c'est pas ce qu'on recommande forcément. Donc, je pense que la priorité pour la personne, c'est de rester focus sur ce qui fonctionne et qui fonctionnera toujours. Pour le coup, toi, tu vois, leur gars, il n'y a pas de raison que du jour au lendemain, ça marche moins bien. Google Ads, il n'y a pas de raison, même ce que j'expliquais à une personne qui craignait, qui disait, ouais, mais ChatGPT, il peut arriver. Et même s'il arrive, je serai le premier à faire du ChatGPT Shopify, tu vois, parce que ça va directement en corrélation avec ce que je fais de base, qui est Google Ads. Donc, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. Continue à faire ce qui marche, à faire ce qui fonctionne. Et s'il y a des tendances qui vont se dégager, si tu as une base qui fonctionne, qui est là depuis 5-10 ans, ou même depuis le début d'Internet, de l'e-commerce, il vaut mieux la maîtriser à fond et être expert là-dessus qu'essayer de gratter ce qu'il y a à gratter sur les nouvelles tendances. Tu vois. Pour moi, c'est plus ça la clé ici. Après, pour répondre directement à ta question, moi, je vois l'IA, je vois ChatGPT faire quelque chose, tu vois, par rapport à ça. Pour moi, c'est vraiment la suite logique, peut-être pas que ChatGPT, mais vraiment en mode les moteurs de recherche qui peut-être on prend un coup, mais je parle vraiment sur 5 ans. Tu vois, là, je vois pas sur les 2-3 prochaines années. Et c'est un mec Google Ads qui te dit ça. Tu vois, je pourrais faire peur et tous les gens ils peuvent se dire, ouais, mais les mecs qui fait du Google, il dit ça. Et je pense que ça peut arriver. Et comme je dis tout le temps, c'est le premier truc. Enfin, moi, si demain je vois que ChatGPT a sorti un truc, je serai le premier gars à tester et à voir ce que ça peut donner en e-com et à devenir expert là-dessus, tu vois, parce que c'est la suite logique. Mais voilà, globalement, moi, Ouais, ce que je l'IA, dirais. dans tous les cas, je pense, fin du débat, hein, c'est l'IA, ça commence à arriver depuis quelques années, ça commence à s'accélérer de plus en plus, et il n'y a plus de débat. Donc il y a de grandes chances dans les 5 prochaines années que si tu prends pas le wagon maintenant de l'intelligence artificielle à implémenter dans ton business e-commerce de n'importe quelle raison, maintenant, pour un débutant, attention, parce que je vois beaucoup de gens qui essayent de chercher des raccourcis, c'est un peu contradictoire avec la mentalité entre guillemets de pirate de chercher des raccourcis que j'ai dit il y a 30 secondes, parce que avoir de l'IA, c'est cool, mais ça ne crée pas de compétences. Et ça, justement, j'ai bien envie de le dire parce que les gens pensent que ça crée des compétences. Ouais, mais ChatGPT va le faire à ma place. ChatGPT va créer mon avatar client à ma place. Non, c'est un exosquelette. Ça veut dire déjà, il faut que tu sois compétent. Par contre, ça fait accélérer. C'est juste un levier, en fait, en termes de vitesse et de productivité. Mais ça crée pas de compétences là-dessus. Et tu as justement ces personnes qui l'utilisent mal parce qu'ils pensent que je fais rien et lui, il me fait tout. Non, non. C'est déjà, il faut que tu sois bon et ensuite, lui, il va te faire accélérer les choses. Mais ouais, l'IA, que ça soit dans le back-end, c'est-à-dire dans la création de ta marque, etc., et même dans le front, dans la création de contenu. On voit, par exemple, tu vois, moi qui fais du Facebook Ads, mec, les créas, mais même toi, je pense, les créas, les visuels pour les sites, non, mais là, c'est abusé ce qui À sort. 100%. Là, on fait que ça. Ouais, On on fait fait que que ça. ça, mais normal. Surtout que sur Google, c'est beaucoup de sites où ça va être où le visuel il va être ultra important. Tu sais, on voit pas des produits tendanciels Ouais, qui vont te corriger généralement un problème. Ça va plus être des produits assez classiques. Tu vends des canapés demain, l'IA il va te faire un taf de fou sur des canapés. ouais, de ouf. Tu vois, donc à 100%, ouais. Mm. Et vous, de votre côté, sur Google, donc, vous utilisez beaucoup l'IA pour la génération d'images. Est-ce que Ouais, vous utilisez l'IA pour autre chose? Peut-être pour le copywriting, pour le SEO? c'est ça, plus pour le copy. Ouais, SEO légèrement, mais plus pour le copy. Donc copywriting, texte de vente, même si dans tous les cas tu dois repasser derrière et utiliser ton cerveau parce que Ouais, pour l'instant je suis un meilleur vendeur que l'IA. Mais après pour le reste, moi parce que tu vois moi je suis beaucoup sur les annonces shopping, donc les annonces images que tu vois sur Google. Et donc là t'as pas forcément plus besoin de ça que l'IA, sauf justement pour les designs. Et donc au final ton image qui va être importée sur Google peut être une image générée par l'intelligence artificielle. Mais voilà, surtout copy et image. Ouais. ouais, copy, image. Ok. Et toi de ton côté? Moi, de mon côté, copy, image, un peu vidéo. T'as quand même de la vidéo que tu peux faire avec Sora, etc. C'est bien, c'est pour la génération de vidéos. Le copy, les scripts. Nous, on utilise Claude, largement meilleur que ChatGPT en termes de copy, en termes de génération de scripts ou de briefs, etc. pour les contents en orga et même pour les vidéos en ads. Claude, on l'utilise beaucoup et ChatGPT, après, c'est surtout pour le backend. En gros, nous, dès qu'on commence avec un élève, on lui fait créer son bras droit GPT. Et en gros, on lui dit, voilà, ça, c'est ton bras droit, tu le crées dès le début. Et lui, il va te suivre tout au long de ton projet. Et en fait, à chaque fois, tu documentes ta journée en tant qu'e-commerçant le soir à ChatGPT avec un message vocal. Et au moins, lui, il te suit tout au long du projet, ce qui fait que tout ce qui est prise de décision, etc., il va t'aider. Donc nous, on l'utilise beaucoup en tant que... On te dit, voilà, c'est ton bras droit, c'est le petit perroquet qui est au-dessus de ton épaule. Franchement, utilise-le comme ça. Et ça aide beaucoup. Et tu vois, pour le back-end, tout ce qui est en interne et même tout ce qui est en externe avec la création de briefs, de scripts, de copies, d'images, etc. Donc ouais, obligatoire. Euh, on est beaucoup axé sur les compétences. Et c'est d'ailleurs ça qui a fait qu'on a commencé un petit peu à se connaître et à s'échanger sur les réseaux, etc. C'est parce qu'en fait, on a la même mentalité là-dessus qui est long terme. Qui dit long terme dit, bah, si tu veux tenir sur le long terme, crée des compétences. Il n'y a rien de mieux que ça. Pour toi, c'est quoi qui fait la différence
en termes de compétences sur un e-commerçant qui fait partie du top 1% entre guillemets et le top des débutants qui galèrent un petit peu? Quelles compétences font la différence entre les deux? Franchement, déjà, si je devais t'en donner qu'une seule, c'est la vente. Pour Ouais, moi, c'est ce qui prime sur tout le reste. Une personne qui sait vendre versus une personne qui sait pas exactement comment vendre, comment parler à son client, qui est son client, à qui il est en train de s'adresser, de quelle manière il va mettre en avant les bénéfices produits, comment il va contrer les objections, etc. Ça, pour moi, ça fait toute la diff. Parce que surtout, encore plus sur Google où tu vends un canapé. Ton canapé, il y en a plein qui peuvent se positionner dessus. Tu vas avoir du mal à différencier avec, on va dire, le sourcing. Là où tu vas te sourcer sur, par exemple, Alibaba en Chine, etc. Tout le monde peut faire ça aussi. Mais toi, tu peux te différencier sur ton canapé. Ton concurrent, il vend un canapé bleu. Classique, toi tu vends ton canapé bleu, mais tu as une offre derrière. Ton offre, c'est que avant chaque achat, tu peux avoir un expert Google Meet qui va appeler les clients pour avoir une vision de leur salon et savoir quel canapé serait le plus adapté à ouais, leur décoration par rapport au salon, etc. En plus de ça, pour chaque achat, tu as une housse qui est offerte et tu as voilà, des coussins de canapé en plus, par exemple. Tu vois. Et là, déjà, tu as créé ton offre. En parallèle à ça, tu vas contrer les objections. Donc, la personne elle va se poser plein de questions sur ton canapé. C'est quoi comme matière? Est-ce qu'il est durable? Est-ce qu'il y a une garantie? Et après, voilà, tu peux même jouer aussi par rapport à ça sur l'urgence, la rareté de ton produit, etc. Mais pour moi, c'est ce qui va te différencier d'une personne A à une personne B. Une personne qui sait vendre, qui sait créer une offre, qui sait contrer des objections, qui sait mettre en avant les bénéfices produits, elle va manger tous les jours la personne B qui n'a pas cette compétence-là. hmm, Donc si je devais en donner qu'une, ça serait ça. Et après le reste, comme on dit souvent, l'e-commerce, l'e-commerce ou dropshipping, c'est l'école d'Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule compétence à apprendre. Pour moi, celle-là, c'est la priorité, c'est celle à maîtriser. Et après, il y en a d'autres autour qui est, il faut que tu saches comment créer un univers sur ton site, comment donner confiance à ton client, comment gérer aussi des publicités, de quelle manière tu vas gérer ça, comment tu vas gérer ton budget, etc. Et gérer aussi ta trésorerie, ton bénéfice, comment vraiment calculer, qu'est-ce que tu es en train de générer, est-ce que tu perds de l'argent ou pas. Ça, j'en vois beaucoup aussi qui captent pas ça. Où je leur pose la question, t'as fait combien ce mois-ci? Ils me disent, je sais pas, mais je pense que je suis en break-even. Tu dois pas penser. Tu ouais, dois de être ouf. certain de ça, tu vois. Donc il y a plein de compétences qui vont différencier de la personne B, mais pour moi, la vente prime largement sur le reste. Tu vois. Ok, 100% d'accord avec toi. La vente, et dans la vente même, j'en mettrai plusieurs. Et c'est ça qui est trop bien en fait avec le drop et l'e-commerce. C'est pour ça qu'en vrai, tout le monde devrait commencer avec ce business-là. Mais t'as trop de compétences à acquérir. Et puis, le but, c'est même pas d'être expert dans C'est chacune trop. des compétences parce que c'est impossible. Genre, tu peux pas, ça durer toute une vie. Le jeu, il est Mm. infini. Même, je sais pas, t'as des dizaines Exact, de c'est trop. compétences dans l'e-com. Juste le fait de devenir expert dans le media buying, mais c'est un métier pur et dur, le media buying. Donc, tu peux pas devenir expert dans tout. C'est impossible. Donc, ne cherche pas ça. Mais cherche juste à devenir moyen plus dans chacune. Et là, justement, tu vas pouvoir tout gérer. Parce que si tu deviens expert dans une compétence, mais t'es pas ouf dans les autres, tu vas pas pouvoir créer un business long terme. En fait, l'objectif n'est pas de devenir compétent, en fait, de devenir expert dans chacune des compétences, juste de devenir moyen parce que sinon, si tu deviens expert dans une compétence, tu deviens un freelance, en fait. Tu deviens un freelance et si tu veux devenir un fondateur de marque, et le but, c'est que ça soit, tu travailles sur ton business et non pas dans ton business, et du coup, il te faut des employés. Le but, c'est de tout gérer pour ensuite pouvoir tout déléguer. Sauf que si tu te focuses à devenir expert, tu n'auras pas le temps, justement, de devenir bon dans tous les autres. C'est ma vision, en tout cas, sur la création de compétences. Maintenant, tu disais la vente, je suis d'accord de ouf avec toi. Et même, j'irai un peu plus dans les détails, je dirais la création de contenu. Alors toi, c'est vrai que c'est Google Ads, mais moi, dans l'organique, c'est la création de contenu. Quand tu sais créer du contenu, quand tu sais attirer l'attention, la garder, la convertir, créer une communauté, la monétiser, tu as un bouclier. Vraiment, peu importe le produit que tu vas vendre, tu vas savoir comment le rendre en fait sexy, ton produit. Donc ça, c'est la compétence numéro une. Tu as le copywriting, qui est le levier le plus important en e-commerce pour persuader, manipuler, influencer. Et tu as comment être différent. Parce que je vois que beaucoup d'e-commerçants, il y a énormément de concurrence, comme on en a parlé au début, ils n'arrivent pas à se différencier. Peu importe que tu te lances sur Google, sur l'organique ou quoi que ce soit, il faut que le consommateur trouve un intérêt d'acheter chez toi plutôt que chez ton concurrent. Donc pourquoi toi et pas un autre? Et ça, c'est une vraie compétence à développer. Et fais d'ailleurs le test avec les produits que tu as autour de toi. Comment tu pourrais te différencier? Et ça peut passer par plusieurs choses. L'ingrédient dans ton produit, la formule dans ton produit, le concept. On a par exemple un bon maillot qui vend des maillots de foot, mais le concept est hyper unique parce que tu reçois une boîte mystère et tu sais pas quel maillot de foot il y a dedans. Ils se sont différenciés, ils font des millions d'euros par an. Donc se différencier le copywriting et la création de contenu, si tu te focuses sur ces compétences-là en étant moyen dans les prochains mois, ça va très très bien se passer. Complètement. De ouf. 100% d'accord. Comment développer ces compétences-là? Un débutant qui est en mode, ok, il me parle de vente, il me parle de tout ça, Yas, il m'a parlé justement d'être bon en vente, etc., gérer les objections. Comment je peux me former dès maintenant pour être bon là-dedans et acquérir ces compétences? Moi, je pense que ça revient un peu à ce qu'on avait dit au début, le fait de passer par ces deux steps, c'est-à-dire d'avoir un coach, un suivi,
quelque chose où tu vas apprendre parce que la personne qui va t'accompagner a fait ce que tu as fait, enfin, a pas fait ce que tu as fait, pardon, et a atteint les résultats que tu souhaiterais atteindre. Et donc, elle est forcément passée par développer ces compétences-là, et c'est elle qui va pouvoir te les apprendre. Et en parallèle à Ouais, ça, la pratique. Donc ça, je dirais, c'est les deux choses, c'est ce qui revient et qu'on a pu aborder juste avant. Et après, en parallèle à ça, si tu veux devenir vraiment expert sur certaines compétences, je pense qu'après, il faut manger des livres, il faut manger des vidéos YouTube. Il n'y a pas de mal, pour moi, sans t'égarer, tu vois, mais regarder en parallèle des choses comme ça. Pour le coup, tu vois, moi, le fait de vendre un produit, je suis beaucoup la méthode Hormozy, avec les 5 aspects, tu vois, donc la rareté, l'urgence, la valeur, la garantie et les bonus que tu vas proposer avec ton produit. ouais, Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment réussi à ancrer dans mon cerveau, parce que le livre, je l'ai mangé, j'ai pris des notes tellement de fois, que maintenant, je travaille tout le temps comme ça, tu vois. Quand je vends, que ce soit un service ou un produit ou peu importe, je vais avoir ça dans ma tête. Et je vais pas suivre vraiment exactement ce que Hormozy apprend, mais je vais en tout cas avoir ça dans mon cerveau pour comprendre comment ouais. je peux vendre mon produit de la meilleure manière, tu vois. Et ça vient d'un livre. Et pourtant, j'ai pris plein de coaching. Et les coachings, bah, ils m'ont donné différents aspects de ça. Mais ce livre a été un plus pour moi. Donc, ouais, je dirais lire des livres, regarder des vidéos, chez évidemment les bonnes personnes. Mais en parallèle à ça, pratiquer et avoir un coach où tu vas suivre bah, voilà, vraiment ce qui t'apprend et le mettre en application, tout simplement. 100%. À fond, à fond, à fond. Et je dirais même que dans ta pratique, faut être dur, faut être barbare. C'est-à-dire que moi, au début, mec, pour apprendre le copywriting, je posais mon boule sur une chaise et pendant 1 heure, j'avais un timer que je posais à l'autre bout de la pièce et j'ai pris une feuille A4, un stylo et tous les jours, pendant 1 heure, j'écrivais une page de vente. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et tu fais ça 1 heure et t'as pas le droit de bouger de ta chaise, pardon. Tu fais ça H24, tous les jours. Au bout de 6 mois, tu deviens un monstre en copywriting. Et en fait, tu fais ça sur chacune des compétences. Je sais pas, tous les jours, tu prends ton téléphone, tu prends un objet du quotidien, tu prends un petit compte TikTok et tu essayes justement de grind, en fait, ce compte-là. Tu essayes de te filmer, de comprendre comment fonctionne l'algorithme, etc. Tu fais ça sur chacune des compétences tous les jours. En fait, le plus dur, c'est plutôt la discipline là-dedans. Parce que faire, c'est pas forcément le plus dur. Par contre, c'est le faire tous les jours qui est compliqué. Au bout de 6 mois, tu deviens un monstre. Tu deviens largement un monstre. 100%. Et et ce qu'on dit encore une fois, c'est que ça change ta vie. Et c'est rien. Tu vois, tu te mets 6 mois sur un truc, tu deviens trop fort. Tu deviens meilleur que 99% des gens Mais de en te mettant ouf! 6 mois dans un truc. À quel moment ça vaut pas le coup? Le ROS, il est trop grand. Mais le problème, c'est Complètement. encore une fois, ce qu'on disait au début, c'est que les réseaux, ils ont biaisé le cerveau des gens. Et en fait, les gens, ils veulent tout de suite, trop facilement, parce qu'ils ont vu un screen d'un mec qui fait un cadet en 30 jours. Mais la réalité, c'est que, comme tu l'as dit, et tu en parles souvent, et ça, c'est trop intéressant, développer des compétences, et tu deviens un monstre dans certaines compétences précises. Derrière, ce qui va te permettre de faire de l'argent, tout simplement, et de faire de l'argent toute ta vie sereinement. Je pense que là, aujourd'hui, Sofiane, si tu pars à zéro, que tu as un PC, une connexion Wi-Fi, enfin, tu vas pas craindre, tu sais que tu vas pouvoir refaire de l'argent par rapport à toutes les compétences que tu as acquises. Hein. Et Mais ça, pour moi, c'est vraiment complètement. En vrai, on la clé. base toute notre vie à l'heure actuelle sur les compétences qu'on a acquises depuis À des années, hein. Si 100%, on part de exactement. zéro, c'est les compétences qui vont nous faire justement nous développer. C'est ça. 100%. Voilà. 100%. Donc, totalement d'accord. Ton domaine d'expertise, c'est Google Ads. Combien d'années sur Google Ads? 6 ans. 6 6 ans sur ans Google après, Ads. ouais, c'est ça. Ok. Combien de chiffre d'affaires généré pour toi et même pour tes clients? Alors, en réalité, un peu plus de 5 millions. Mais Ok. Google Ads vraiment spécifique, je crois à peu près 3M. Mais que Ok, pour moi. Après, 3M. moi, Ok. j'ai jamais fait de media buying. Enfin, si, j'ai fait du media buying, mais vraiment, je voulais me tester. En fait, j'ai pas aimé ça. Je préfère rester dans mon domaine. Donc, en vrai, c'est full e-com. Ok. Est-ce que pour la publicité Google Ads, tu vois une évolution dans les prochaines années sur la manière de vendre et de réussir en fait sur Google Ads? Ouais. Alors, sur Google Ads, c'est assez spécifique. C'est quand même différent de ce qu'on peut voir sur Facebook ou sur TikTok ou quoi, parce que le travail que tu vas faire, en fait, il va vraiment se passer sur ton site. Tu vois, il va vraiment se passer sur ton site. Tu vois, là, à contrario, toi, sur de l'orga, tu vois, tu parlais de création de contenu. Donc, toi, ta vidéo, elle a un Ouais. impact de fou sur la manière dont tu vas pouvoir faire de l'argent et vendre tes produits. En fait, sur Google, si tu as fait un vrai travail sur ton site, sur ton offre, sur le sourcing de tes produits, sur la niche que tu as sélectionnée, sur la manière de comprendre ton client, à qui tu vends, etc. Bah, en fait, après, Google, ça peut être un jeu d'enfant. Évidemment, il faut, dans tous les cas, apprendre, comprendre comment ça fonctionne, parce que ça reste Ouais. pas un truc où en 2 clics, c'est réglé, même si ça tend vers ça avec les PMax, comme sur Facebook avec les CPO, etc. Mais pour moi, ça va toujours rester de cette manière-là. Ils vont même rendre la chose encore plus simple. Où à terme, je pense qu'en quelques clics, tu vas pouvoir lancer des campagnes qui soient optimisées ou qui s'optimisent tout seuls, comme là les performances max en l'occurrence. Ouais. Moi, ce que je vois surtout,
c'est que ça va continuer à tendre vers une facilité, comme pour tous les trucs Facebook, Instagram, etc. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent casser ce truc de passer par des média buyers. Ils veulent que maintenant, une personne lambda, elle vient, en quelques clics, elle lance une publicité pour son commerce. C'est leur objectif, pour que derrière, Ouais. ça réduise les coûts de cette personne-là et qu'ils puissent investir en masse dans la publicité. Et je pense que ça va tendre vers ça encore plus sur les performances max. Donc les campagnes, c'est des campagnes full automatisées, hein. En 2-3 clics, ta campagne elle est lancée. Ça fait de la publicité sur tous les canaux de Google, à savoir le display, le search, le shopping, et ça va être automatisé. Donc je pense que vraiment ce qui va faire la différence, notamment sur Google, ça va être ta niche, les produits que tu vas sourcer, ton offre, comment tu vas vendre tes produits, comment tu vas comprendre ton client, les bénéfices produits, l'objection, etc. Donc vraiment la manière dont tu vas vendre ton produit. Et après, Google va tendre vers l'automatisation. Ouais, à terme, je pense que ça va être ça. Mais je parle dans vraiment 3-4 ans, tu vois. 3-4 ans, ok. Ouais, on est pareil sur Meta. Meta, il travaille justement beaucoup avec des automatisations autour de l'IA où en fait, tu arrives et il te crée tes publicités, il te crée tes propres créas, tu as juste à les lancer. Donc, et même le media buying ensuite, pareil, automatisé avec Meta qui choisit quand est-ce qu'il faut cut, quand est-ce qu'il faut doubler le budget, quand est-ce que là il faut ralentir un petit peu là-dessus. La même chose. Et dans tous les cas, Google et Meta, c'est. Quand tu scales avec Google, forcément après tu as la branche Meta qui se crée et inversement, quand tu scales avec Meta, tu as la branche justement Google qui se crée tôt ou tard. Donc en vrai, les deux, c'est les meilleurs amis du monde dans tous les cas. Donc ouais. Est-ce que tu vois des erreurs de débutants, toi, très souvent, dans ton coaching ou avec les gens avec qui tu as l'habitude de parler peut-être sur les réseaux sociaux, sur Google? Ils arrivent et en termes de stratégie, en termes de ciblage, en termes de scaling, il y a des erreurs que tu vois très courantes. Hum, Ouais, je dirais que l'erreur la plus courante sur Google qui peut arriver, c'est de ne pas comprendre qu'en fait, le shopping, donc ce dont on fait la publicité, enfin comment on va faire la publicité avec Google, moi je fais Ouais, vraiment à 80% du Google Shopping, c'est très automatisé. Mais c'est automatisé pourquoi? Parce qu'en fait, Google, il va faire un scannage de ton site. Il va faire un scannage de ok, ton site, il va scanner tes produits, il va scanner le titre de tes produits, il va scanner la description. Et c'est comme ça en fait qu'il va comprendre comment se positionner. Parce qu'en shopping, en fait, tu vas pas lui donner des mots-clés. Tu vas pas lui dire que tu veux te positionner sur canapé bleu. C'est lui qui va deviner que tu as un canapé bleu. Parce que ton titre s'appelle canapé bleu. Dans la description, tu parles d'accord. de bleu et ton image, elle est bleue. Et donc lui, il va comprendre que, ok, c'est ça. Donc quand une personne va taper canapé bleu, je vais proposer le produit. Et en fait, c'est l'erreur des personnes, l'erreur que les personnes vont faire, c'est qu'ils vont pas donner assez d'informations de leurs produits sur leur site. Et ça veut dire que Google il va faire un mauvais scannage et au final Google il va se positionner quand la personne tape par exemple canapé noir alors que tu veux un canapé bleu. Et c'est pour ça que toute personne qui veut faire du Google Ads doit comprendre que quand elle veut faire notamment du Google Shopping, il faut qu'elle fasse un vrai travail sur ce qu'on appelle le flux produit. En fait, c'est ce que tu vas envoyer à Google, je vais vraiment simplifier, c'est ce que tu vas envoyer à Google pour qu'il puisse comprendre quel produit tu vends, quelle variante, etc. ton produit. Donc vraiment faire un travail sur son site à travers le titre, l'image et la description, parce que c'est ce dont Google va s'imprégner pour faire de la publicité. Et en plus, c'est ce que la personne va voir quand elle va arriver sur le shopping. Elle va avoir l'image de ton produit, le titre et le prix. Et bon, le prix c'est encore autre chose, mais elle va avoir l'image en tout cas et le titre. Et c'est là où ça va lui donner envie de cliquer ou pas et d'acheter ton produit ou non. Donc vraiment, ça c'est, je pense, l'erreur numéro 1, de sous-estimer les informations que tu vas donner à travers ton flux produit et que tu vas envoyer sur Ok, Google. ok, ultra intéressant. Ok. Et est-ce que tu as... Parce que moi j'en ai beaucoup cette problématique sur Meta avec des débutants qui ne connaissent pas du tout la notion de variation. En gros, je m'explique. Un débutant, il arrive, il met du budget sur Meta ou même peu importe, il commence l'organique et en fait, il va regarder toute sa performance sur la journée. Ce qui fait qu'il va remettre tout son business en question s'il n'a pas eu de bons résultats sur la journée. Et les gens ne comprennent pas que quand tu analyses ton business, prends du recul, analyse sur une semaine, analyse sur 2 semaines, même analyse sur un mois, surtout au début, parce qu'en fait, tu génères pas assez de data. Le flux de data que tu génères à la journée n'est pas assez gros. Donc forcément, pour que tu aies pas mal de data sur laquelle te reposer et tirer les bonnes conclusions, ben, va falloir que ça prenne un peu plus de temps. Donc très généralement, 1 semaine, 2 semaines, voire un peu plus. Et les marques qui prennent des décisions sur la journée, c'est des marques qui arrivent à créer une base de data ultra élevée. C'est-à-dire tu dépenses énormément d'argent sur Meta en 24 heures, ce qui fait qu'en 24 heures, tu as beaucoup de data sur laquelle te reposer. Et là, tu prends des décisions tous les 24 heures. Et moi, en tout cas, je vois sur Meta et même en organique, beaucoup de gens qui ne le comprennent pas du tout. Cette notion-là, la comprennent pas. Et du coup, analysent tout sur la journée. J'ai pas fait beaucoup de vues sur la journée ou j'ai pas été rentable sur la journée, j'arrête tout. Est-ce que sur Google, tu le vois aussi avec les débutants? À 100%. Maintenant que tu me le dis, je le vois complètement. Et Google,
je sais pas si c'est encore pire que ça, mais en tout cas, sur Google, pareil, la notion de data, elle est ultra importante. Et les gens, ils comprennent pas aussi ça sur Google parce qu'ils se disent, ouais, mais Google, si une personne tape le nom de son produit, bah, Google propose ton produit et ça s'arrête là. Mais en fait, non, Google, au Ouais. début, il sait pas exactement qui est cette personne-là, il sait pas à quelle heure il va se positionner. C'est pas parce que la personne tape canapé bleu que Google, il va mettre ton canapé bleu. Des fois, il va voir que c'est Gisèle, 67 ans, qui achète jamais de canapé en ligne, il va pas proposer ton canapé. Alors que s'il voit que c'est Mathieu, 42 ans, qui a acheté un canapé il y a un an, par rapport à toute la data qu'il a, il sait que bah, à 18h07, quand la personne va taper ça, il faut qu'il monte ton produit parce que potentiellement c'est un acheteur. Et donc le système de data, il est tout aussi important sur Google qu'il va être sur Meta. Donc ouais, complètement, je le vois énormément. J'ai eu ce cas-là il y a genre 2 jours, j'ai reçu un message, une personne qui me disait ouais, voilà les résultats sur 5 jours, full panique, alors que le truc ça fait 2 mois il tourne bien. Ça fait 2 mois, ça se passe plutôt bien. Et puis bah là, 5 jours, ça va un peu moins bien. Ça veut tout toucher, ça veut tout changer, etc. Alors que c'est la pire chose à faire parce que tu as juste à rien toucher et ça va automatiquement reprendre son fil. Faut pas oublier que les algos, ils sont pas parfaits et puis même ils font leurs tests. Peut-être là pendant 5 jours, soit il y a moins de recherche, soit pendant 5 jours, Google est en train de tenter autre chose, se positionner sur une autre lignée de 100%. personnes qui va rechercher. Et donc tu peux pas savoir, il faut être patient. Et ouais, c'est une très bonne chose que tu as énumérée. 100%. T'as la variation. Euh, et puis, t'as un truc aussi, en fait, si tu veux, les gens comprennent pas que des fois, il y a des choses qui sont inexplicables. Mais je comprends pas pourquoi hier j'ai eu 5 ventes et aujourd'hui j'en ai 0. Il n'y a pas de réponse. Ne cherche pas tout le temps à être rationnel. Des fois, il y a des choses, c'est juste inexplicable. Ben, tous tes utilisateurs, ils ont décidé d'acheter hier et pas aujourd'hui. C'est comme ça. Et tu vas faire des journées à 10 ventes, tu vas faire d'autres journées à 0 vente, inexplicable. Et ça veut pas dire que ton business est mauvais. Ça veut juste dire que c'est pour ça que regarder à la journée, c'est pas le meilleur. Regarde plutôt à la semaine ou au tout début. Ouais, non, même au tout début, regarde à la semaine. Et par contre, tu bosses tous les jours, tu essayes de générer le maximum de data tous les jours, mais regarde à la semaine parce que tu en génères trop peu à la journée pour tirer des bonnes conclusions. Ok, donc intéressant. Donc, tu as ce truc de cohérence où en fait, par rapport à ce que Google veut pour avoir un bon ciblage et ce que tu mets sur ton site, bah forcément, c'est corrélé. Donc, comme tu disais, canapé bleu, bah mets une image de canapé bleu et mets un copywriting autour du canapé bleu pour que justement tu ressortes le plus possible. Ultra pertinent. Tu as ce truc de variation qui est important aussi. Il y a une question que je reçois beaucoup, c'est en fait, je comprends pas. Je vais créer un business en dropshipping ou en e-commerce, mais pourquoi les gens n'iraient pas acheter le même produit qu'ils peuvent trouver sur AliExpress ou Amazon? Pourquoi moi et pas aller sur Amazon ou AliExpress? Est-ce que toi, tu t'es posé justement cette réflexion, Yas? Franchement, je ne me la suis même pas posée. Dès que je me suis lancé au début, pour moi, je sais pas, ça m'est pas venu dans l'esprit. Mais en fait, la réponse, elle est toute logique et on en a parlé, je pense, beaucoup de fois pendant ce podcast. C'est ce que tu vas créer, la valeur que tu vas créer autour de ton produit. C'est l'offre que tu vas créer. Pour le coup, regarde, moi, je vais te dire une dinguerie que j'ai fait une fois. C'est qu'une fois, j'ai acheté un produit que je savais qui venait d'AliExpress. Je savais très bien que je pouvais l'avoir 4 fois moins cher, mais je l'ai quand même acheté. Parce que j'ai trouvé la valeur qu'il y avait derrière. Donc le produit, pour le coup, je l'avais acheté sur Amazon. Ça fait depuis 7 ans que je fais du dropshipping. Je sais très bien que ce produit-là, c'était du Amazon FBA, que je le trouvais sur AliExpress à 2 euros, au lieu de le voir Ouais. à 18 euros. Mais en fait, il y avait une valeur autour qui était quoi? Qui était qu'il y avait, bon, packaging, on va dire, je m'en fiche un peu, mais il y avait un packaging, tu avais un manuel d'utilisation du produit, tu avais une livraison Amazon Prime en 24 heures, tu avais potentiellement aussi, je sais plus s'il y avait une application mobile ou un truc pour l'utiliser en plus de ce qu'il y a de base sur le produit. Et toutes ces choses mis bout à bout, ça fait que le produit, je savais que c'était le même, mais la valeur que j'avais en retour par rapport à l'argent que j'allais poser, elle était beaucoup plus grande. Et ça fait que j'ai pas hésité alors que j'étais conscient, t'imagines, j'étais conscient du truc. Et j'ai déjà entendu ce cas-là où tu as des personnes qui achètent sur des sites de dropshipping, qui sont conscients que c'est des sites de dropshipping, mais juste la valeur qu'ils sont en train d'amener autour du produit, avec l'application, le manuel d'utilisation, le fait que si tu achètes le produit, tu as automatiquement d'autres produits offerts, tu as un PDF qui t'explique comment faire ça, etc. Ça fait que toi, tu n'as aucun problème à poser plus d'argent. Et c'est tout simplement ce cas-là. Il y a des personnes qui n'achèteront jamais sur AliExpress. Il y a des personnes qui n'achèteront jamais sur Alibaba, sur Temu, etc. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent pas acheter ce produit de Chine avec un fournisseur auquel ils auront à aucun moment ils pourront discuter avec lui. S'il y a un problème avec le produit, ils savent qu'ils sont pas de SAV derrière. Et voilà, donc c'est vraiment la valeur du produit, la valeur que tu donnes avec le 100%. produit. Et en fait, toute l'importance du branding, en fait, créer un univers autour de ta marque pour te différencier. Et en fait, tu arrives sur une page produit Amazon ou AliExpress, il n'y a rien de sexy, il y a juste des images, enfin, c'est pas ouf. Par contre, toi, tu crées un vrai branding, une vraie palette de couleurs, un logo, une marque spécifique qui vend ce produit-là, qui le vend mieux que juste une pauvre page produit d'un bout de plastique à 2 euros, ben forcément, ça donne beaucoup plus envie. Et c'est là où il y a tout le côté irrationnel. Et en fait, les gens, au début, se posent tellement de questions rationnelles de est-ce que c'est encore saturé? Pourquoi les gens devraient aller sur AliExpress et pas directement sur mon produit? Et on en revient au trait de personnalité. Prenez des décisions rapidement, exécutez rapidement. Parce qu'il y a des choses rationnelles où des fois tu peux pas l'expliquer. C'est juste si tu es bon en vente et en marketing, ben, tu vas mettre en place tout ce qui est manipulation, influence,
Et ces choses-là, justement, vont te permettre de vendre des produits plus chers qui sont trouvables et que c'est exactement le même produit sur AliExpress. Donc, c'est toute l'importance du branding, en fait, et de l'univers autour de ta marque. Ultra important. Euh, Tu fais comment pour un débutant qui arrive sur Google? Ça se passe trop bien dans ton accompagnement. Il arrive à faire en sorte qu'il y ait un testing, c'est bon, il commence à faire de l'argent. Comment vous scalez de votre côté? Et comment tu conseilles un débutant à scaler sur Google? Mhm. Alors, pour moi, il y a plusieurs phases de scaling. La première phase de scaling au niveau de Google, c'est que tu vas scale avec ce que Google te propose. Ça veut dire que toi, tu as ta campagne shopping qui prend, tu as un budget par exemple à 30 euros par jour, bah, déjà, tu vas scaler sur le shopping. Tu vois, tu vas scaler sur le shopping, donc tu vas dupliquer par exemple des campagnes, tu vas augmenter ton budget, tu vas chercher à avoir une plus grosse rentabilité en augmentant le ROS cible voulu que tu vas ordonner à Google. Et toutes ces choses-là vont faire que tu vas faire cette première phase de scaling avec le shopping. Ensuite, il y a la deuxième phase de scaling qui va être plus orientée sur les autres ressources que Google va nous donner. En l'occurrence, Google il va te proposer du display, il va te proposer des annonces search, donc des annonces textuelles, il va te proposer du YouTube, etc. Et tout ça, tu peux le scale avec la performance max. Donc la campagne qui permet de lancer sur tous les canaux Google en même temps. Et ça va être la deuxième phase de scaling. Et la troisième phase de scaling, ça va être de scaler avec ce qui est, j'appelle ça, au plus proche de Google. Donc pour moi, c'est le SEO et l'emailing. Après, l'emailing, dans tous les cas, pour tous les e-commerçants, c'est primordial. Mais on va dire que le SEO, c'est vraiment le frère de Google Ads. Tu vois, donc scale en SEO mettre en place, campagne emailing en parallèle. Et après, on va dire la dernière phase de scaling, c'est le multicanaux. Je trouve que c'est souvent sous-estimé. Je pense que les prochaines années vont tendre vers ça. Je pense qu'à un moment donné, ça va être primordial quand tu vas faire de la publicité, de vite aller chercher, quand tu fais du Google, vite aller chercher du Facebook, du Pinterest, du TikTok. Pareil, quand tu fais de l'orga, vite aller chercher du Facebook Ads, du TikTok Ads par la suite. Pour moi, ça va devenir primordial si tu ne veux pas te faire manger par les concurrents. Et voilà, pour moi, ça va dire que c'est les 4 phases de scaling sur Google et en e-commerce. Ok, super intéressant. On a quelque chose de complètement différent de nous en orga, c'est tu crées du content, tu bombardes. Dès que tu commences à faire 3-4 ventes par jour, le but c'est de les tenir tous les jours en moyenne. Et le but c'est de les tenir sur 2 semaines. Et quand tu arrives à faire 3-4 ventes par jour, tous les jours sur à peu près 2 semaines, on considère que tu as une offre qui est fiable et qui est validée par le marché. Donc tu as un product market fit. À partir de ce moment-là, on commence gentiment le scaling, tout en continuant l'organique bien sûr. Et là, on commence sur du méta. Et pour ça, nous, on a quand même des critères à valider parce que des gens qui scalent au mauvais moment avec le mauvais budget, il n'y a rien de pire. Tu es en train de casser ton business en deux. Donc, on regarde le plan financier, comment ça se passe. On regarde le plan logistique, comment ça se passe. Est-ce que si on scale et que ça se passe bien, est-ce que derrière la logistique, ça va pouvoir être assumé? On regarde le plan site. Est-ce que ton site convertit assez bien pour qu'on scale en fait de la bonne manière? Et on regarde aussi le plan offre. Est-ce qu'on peut justement faire une offre qui est scalable? Parce qu'en organique, c'est bien beau, mais par contre, passer de 3-4 commandes par jour à 10, 15, 20, 50, est-ce que c'est possible? Quant à ces 4 points qui sont validés, on reprend tous les contenus en organique qui ont bien converti. Et non pas qui ont bien fonctionné en termes de viralité. Parce qu'on en a eu, nous, des élèves qui ont fait des millions de vues. On a repris les contenus. Mais sauf que ces millions de vues-là, ils n'avaient pas du tout converti sur le site parce que c'était du pur divertissement. Il n'y avait pas de storytelling, d'éducation produit ou quoi que ce soit. Et en fait, on les a scalés en ads, rien du tout. Parce que aucune conversion, même en organique. Donc tu reprends les contenus qui ont bien converti. Et c'est pas parce qu'un contenu est viral qu'il convertit et inversement. Parce que le but, c'est quand même d'attirer la bonne attention et pas juste la simple attention. On reprend tous les contenus qui ont converti, on réinvestit le budget et après on tartine. Donc on commence gentiment avec nous les limites de budget qui sont 46 euros et quelques pour un nouveau compte publicitaire. Et après on augmente gentiment tous les jours et après ça passe par du media buying, du test. Et là après tu deviens une boîte de production. En fait juste tu crées le plus de créa, que tu testes, que tu modifies, etc. quoi. Et justement nous on met en place de l'emailing aussi parce que c'est primordial. J'ai vu une stat justement... les marques qui font plus d'1 million d'euros par an de CA, l'emailing, c'est à peu près 30% mec, de leur chiffre d'affaires à l'année. C'est insane. C'est insane. Donc l'emailing avec Klaviyo ou même avec d'autres outils, primordial à mettre en place pour créer une vraie expérience cliente. Et ça d'ailleurs, on va en parler. Et après, comme tu disais, pour moi, à partir de 150K ou 200K par mois, multi-canaux, et tu commences à aller sur du Google pour diversifier un petit peu tes canaux. Parce qu'à tout moment, demain, si tu te fais bloquer sur Meta, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus de trafic. Donc si tu as encore un petit Google qui tourne à côté, c'est cool. Comment fidéliser ses clients? Parce que en dropshipping, et c'est vrai que même moi au début je le faisais, on cherche à faire du cash rapidement. Et en fait, on priorise le avant achat, pendant achat. Mais tout ce qui est après achat, ça n'existe pas. Comment justement créer une bonne expérience cliente et comment fidéliser finalement ses clients? La base de la fidélisation client, c'est d'avoir un produit de qualité. Pour moi, ça c'est vraiment la base, c'est d'avoir un produit
il faut que la personne le reçoive, il faut pas que ce soit un 6 sur 10. Faut pas que quand elle le reçoit, elle se dise bon, ok, tu vois. Il faut que vraiment elle le reçoive, elle se dise j'en ai pas pour mon argent, j'ai payé tant et tant, je suis content d'avoir mon produit, c'est un 8 sur 10, et voilà, j'ai kiffé mon expérience. Ça, je pense que c'est vraiment Ouais. le nerf de la guerre ici, c'est le numéro un. Et après, derrière, nous, ce qu'on fait sur Google beaucoup, ça va être des produits complémentaires. Donc, en l'occurrence, tu vois, on a vendu un canapé. Bah, toi, derrière, sur ton site, tu proposes que des canapés. Bah, potentiellement, tu vas avoir d'autres personnes qui vont racheter tes canapés, mais ça va peut-être prendre du temps. Donc, à toi de proposer peut-être des produits moins chers et qui seront complémentaires à ton canapé. En l'occurrence, des housses de canapé, tout simplement. Ou alors Ok. des chaises, enfin des coussins, pardon, pour canapé, etc. Et ce qui va être complémentaire à ça. Et après, tu peux mettre un système de newsletter en place avec des promotions. Il faut savoir que dans l'année, tu peux faire 12 promos, une promo par mois avec le marketing qui est mis en place sur un an. Et voilà, l'idée après, c'est de mettre en place une newsletter et d'essayer de vraiment proposer tes produits au bon moment aux personnes qui ont déjà acheté. 100%. Et voilà, donc je dirais ouais, qualité produit, expérience client aussi. Donc à savoir après avoir un bon SAV, quand la personne reçoit le produit aussi, la qualité c'est bien, mais si elle a un bon packaging, si elle le reçoit plus rapidement que si elle attendait je ne sais combien de semaines, etc., c'est un plus. Et en 100%. troisième, bah, avoir des choses à proposer à la personne qui a déjà acheté sur ton site, parce que sinon elle n'a pas d'intérêt de racheter le même produit, sauf si ça s'y prête, tout simplement. 100%. Une personne qui te donne sa confiance une fois, elle a 7 fois plus de chances de te donner sa confiance une deuxième fois. Tout le monde connaît cette stat dans la vente. Une personne qui achète 2 fois a 7 fois plus de chances qu'elle rachète. Et en fait, quand tu commences à avoir ton premier achat, il y a un client qui t'a fait confiance. C'est maintenant que la vente en vérité elle commence. C'est-à-dire c'est maintenant qu'il va falloir que tu lui refasses acheter d'autres choses. Et on a très souvent tendance quand on commence à chercher la vente et ensuite on laisse partir son client dans la nature. Mais non, un client qui a acheté une fois, il y a de grandes chances qu'il peut racheter une deuxième fois. Ça va être 2 fois plus facile en fait. Ben, du coup, si tu reprends la stat, ça va être 7 fois plus facile de lui refaire acheter un deuxième produit. Donc en fait, le panier moyen et même la lifetime value, elle peut être énorme. Et justement, je te posais cette question sur la fidélisation parce que tu en as beaucoup qui peuvent faire beaucoup plus d'argent qu'ils font à l'heure actuelle, que ça soit mensuellement parlant ou même à l'année, mais juste ils ne prennent pas en compte ce après-achat parce que la majorité des gens ils trouvent ça chiant. Ouais, optimiser le back-end, mettre Klaviyo en place, être au contact du client, c'est chiant primordial. Et d'ailleurs, tu peux devenir rentable grâce à ça si tu l'es pas dans le front-end, hein. Tu peux le C'est devenir ça. grâce au back-end. Mhm, exactement. Même si la base est de rechercher la rentabilité dès le début, mais c'est vrai que ça peut te créer une meilleure rentabilité sur du long terme. Et le pire dans tout ça, c'est que le client, quand il va racheter sur ton site, il va rien te coûter. Si toi derrière tu mets ton Ouais, Klaviyo, bah, il va te coûter 0 € en fait. Il va racheter sur ton site, tu n'auras pas de coût ads, tu auras une grosse rentabilité derrière. Si tu fais de ta 30% de coût produit, bah, tu fais 70% de bénéfices 100%. dessus et derrière t'es mieux quoi. 100%. Est-ce que tu as des outils IA, on parle de ChatGPT qui est le plus connu, hein. Est-ce que tu as des outils IA, genre 3 outils IA tu utilises toi-même pour justement ton e-com ou pour justement que tes élèves, est-ce que tu leur fournis des outils IA et quels sont ces outils IA si on peut rentrer dans les détails pour un débutant en e-commerce? Bien sûr. Alors la base est qu'on utilise ChatGPT. La base est vraiment Ouais. qu'on utilise ChatGPT. On l'utilise un peu de la même manière dont tu l'as expliqué avant. C'est que nous, on a 4 ChatGPT qu'on a configurés pour l'accompagnement. Et ces Ok. 4 ChatGPT qu'on utilise, on en a un qui est pour créer des annonces Google Ads. Donc lui, tu lui parles, tu lui dis salut, à quoi tu sers. Il te dit clairement salut, je m'appelle Yas Fox. Tu vois, il a été créé, on va dire, avec mes connaissances. Trop bien. Je peux t'aider. Donne-moi trois. Enfin, il te propose 3 points. Enfin, il te demande 3 choses. Donc premièrement, quel est ton produit, le lien de ton site, etc. Il va te créer tes annonces personnalisées Google Ads, notamment en réseau de recherche. On en a un autre qui est pour trouver des niches Google. Donc lui, il a été créé pour ça, il connaît la tendance, il sait ce qui se dégage en 2025, ce sur quoi te positionner, il va te proposer des niches, tu pourras parler avec lui et creuser avec lui. On en a un pour les designs. Et on en a un dernier pour optimiser ta page produit, donc avec justement du copywriting. Donc ça, c'est la première Ok. des choses, c'est vraiment ChatGPT. Pour nous, c'est le premier gros levier. On va utiliser aussi Page Pilot, donc notamment avec leur fonction intelligence artificielle, donc pour développer justement des landing pages. Ça, c'est vraiment dans un cas où tu as un produit qui fonctionne bien, parce que tu sais que sur Google, on lance quand même avec pas mal de produits, donc tu vas pas commencer à te casser la tête à faire des LP pour donc des landing pages, donc des pages ultra travaillées, on va dire en français, pour tous tes produits, ça va être une galère monstrueuse. Donc quand tu as des produits qui fonctionnent bien, ça peut être intéressant de le mettre en place pour vraiment optimiser tes pages produits pour la conversion. Et le troisième outil, ça va être Canva. Donc là, ça va être plus pour les designs. Donc Ouais. en l'occurrence, avec leur fonction intelligence artificielle, de toute façon, maintenant tout le monde s'y est mis. En réalité, tu utilises juste les mêmes outils que tu utilisais avant, sauf qu'ils ont mis leur 100%. fonction IA qui permet d'aller beaucoup plus De vite et ouf. d'être beaucoup plus créatif. Mais voilà, nous, c'est les 3 outils qu'on va utiliser. Mais voilà, on va dire que le 70%, il est avec ChatGPT et ce qu'on a pu faire de lui en le nourrissant de nos connaissances pour aller beaucoup plus vite, tout simplement. Ok. Ok. Trop bien. Euh, Pareil, ChatGPT à 100%, obligatoire. Claude, nous, beaucoup de Claude parce que script, comme je t'ai dit, brief, copywriting, donc Claude c'est quand même le meilleur là-dessus. Et on utilise Flair.ai, nous. Énorme pour les visuels. Je sais pas si tu vois ce que c'est Flair.ai. Ouais, j'ai entendu, mais pour le coup, on n'utilise pas, mais j'ai entendu.
Mais mec, pour les visuels, c'est insane. On l'utilise pour tout ce qui est visuel site et tout ce qui est orga, tu sais, pour le feed. Pour le feed, pour Mhm. vraiment avoir un feed qui pète et dès Oui, le oui. début, franchement, on arrive sur ta page, ça donne envie. Flair.ai, c'est insane. À abuser. C'est vraiment les trois qu'on utilise. Et bah, après, pareil, comme tu as dit, hein, de toute façon, Canva, Photoshop. De toute façon, tous les outils qu'on utilisait depuis 2017, on utilise les mêmes, mais ils ont rajouté de la fonction IA, donc on continue de l'utiliser. 100%. Et après, je trouve qu'en vrai, faut quand même se limiter. Il y en a trop d'outils IA et là tu peux tomber dans un engrenage où en fait tous les jours tu essayes d'utiliser un nouveau, c'est de la perte de temps. À la limite, tu te fais une roadmap avec toutes les étapes qu'il faut que tu réalises pour créer ta marque et par étape, tu as à la limite un, deux, voire maximum trois outils à utiliser pour bien réaliser cette étape. Mais attention à pas tomber dans le je veux tester ça, 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 ça et en fait tu te perds. Il y a trop d'outils IA à l'heure actuelle. Donc voilà là-dessus. On va finir sur cette partie un petit peu mindset quand même qui fait du bien et je pense qu'un débutant, elle est chiante cette partie-là, mais elle est primordiale parce que c'est sûr qu'on va pas parler de hack pour devenir millionnaire en 90 jours, on va pas parler de raccourci, c'est le mindset et en vérité, c'est chiant, mais 80% de ta réussite c'est dû à ton mindset ou 80% de ton échec c'est dû à ton mindset. Dans tous les cas. Euh, Pourquoi? Parce que je l'ai vu hein, et je pense que on est là depuis 7 ans, on peut se compter vraiment sur les doigts de deux mains à la limite, on est très peu à être là depuis autant de temps. Pourquoi les gens abandonnent trop vite en e-commerce? Ok. Bon, déjà, la partie mindset, pour moi, c'est ultra important. Et comme tu as dit, on rend fou les gens avec ça. Moi, s'il n'y avait pas eu cette partie-là mindset, si je m'étais pas tué à changer mon état d'esprit, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu vois, j'ai vraiment, Ouais, par la grâce de Dieu, j'ai pu travailler vraiment cette partie-là de mon cerveau, de comment réfléchir, avoir cette ambition, comment ne pas abandonner, comment travailler aussi, même par rapport à mes journées, tu vois. Comment structurer mes journées, comment vraiment avoir dans mon cerveau un système où en fait, je suis dans un business, tu vois. Je suis pas en train de faire joujou, je 100%. suis en train de travailler sur un business, tu vois. Donc, pour moi, vraiment essentiel, essentiel. Et pour répondre à ta question, je pense que la chose la plus importante, qu'est-ce qui fait que les gens n'abandonnent pas, dans un premier temps, c'est leur confort de vie actuel. Moi, je pense que ça, c'est le truc que je revois le plus. C'est qu'il y a des personnes que je vais avoir en appel qui ont envie de démarrer l'e-com, mais c'est pas ils ont envie de démarrer l'e-com parce que oh vas-y j'ai trop envie de faire de l'e-com, j'ai vu sur internet ça a l'air trop intéressant, je peux enfin sortir de cette galère là de mon patron, je pourrais travailler d'où je veux, c'est un truc de fou. J'ai eu justement un élève qui a rejoint il y a pas longtemps, lui il savait ce qu'il voulait. T'as vu, il est venu en appel, il m'a dit moi j'en peux plus de mon patron, je fais ça depuis 5 10 ans, c'est impossible que je continue, je veux changer de vie, je veux m'investir à fond dans l'e-com parce que j'ai vu des vidéos, j'ai vu parler de ça et c'est un truc qui me donne envie, je vais m'investir à 200%. Lui je sais qu'il va pas lâcher, je sais qu'il y a pas il va pas abandonner. Par contre, il y a d'autres personnes qui vont se lancer et en fait, tu te rends compte que finalement, leur situation de base ne les convenait pas, mais en vrai, ça va. Tu vois, c'est-à-dire le mec, il avait un salaire, il gagnait peut-être 3 000 € par mois, il Ouais, travaillait, je sais pas, 7 heures par jour, son taf, ça va, c'est cool, il rentre du taf, il a un peu de temps pour sa famille, pour son sport. Mais en fait, sa situation, elle lui plaît pas de fou, mais c'est pas un truc non plus en mode c'est la guerre, tu vois. Alors que moi, personnellement, quand je me suis lancé en 2017, j'étais parti à l'usine, j'avais travaillé 3 semaines à l'usine, c'était mon premier travail de ma vie, hein. J'ai pété un câble. Tu vois, j'ai pété un plomb, je suis sorti de l'usine, j'ai dit c'est pas possible. J'ai dit mais attends, les gens ils font ça depuis 50 ans. Je me suis dit c'est impossible, il y a un truc que j'ai pas compris. C'est les gens alors je réfléchis différemment de la moyenne, tu vois, mais je me suis dit c'est impossible. Et à partir de ce moment-là, moi c'était cloué, c'était fini. Genre je me suis dit je vais travailler, ça prend même 150 ans, je vais pas arrêter jusqu'à que ça marche. Et tu vois, ça a pris un an et j'ai pas abandonné, j'allais pas abandonner. J'allais continuer encore 2 ans, 3 ans s'il le fallait. À aucun moment dans mon état d'esprit, c'était en mode ah bon, bah j'y arrive plus, bah c'est parti, je vais travailler pour un patron, mais jamais de la vie, c'était impossible, tu vois. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc principal, c'est que les gens, déjà, ils ont une situation qui vraiment ne leur convient pas. Et si c'est vraiment le cas, ça va être vraiment un levier pour toi de dire, bah, tu peux pas retourner à ta vie d'avant, et donc tu vas pas abandonner. 100%. Je pense que ça, c'est le premier point. Euh, Après, le deuxième point, en vrai, après, je dirais, c'est aussi de la discipline. Tu vois, c'est aussi de se dire, d'être conscient de tout ça. Tu vois, tout ce qu'on a expliqué pendant ce call-là, où on parlait du fait que la personne, elle doit patienter. C'est pas un mois qu'à faire un cadet comme les coachs vont dire sur les réseaux, que ça va prendre des mois, que ça peut prendre des années, que ça va demander du travail, qu'avant de commencer, elle soit consciente de tout ça. Si elle arrive et que dans sa tête, c'est, bah, dans 2 mois, je vais faire un cadet, je vais enfin pouvoir rembourser ma dette et m'acheter une Play 5, bah, c'est sûr qu'elle va abandonner rapidement si ça marche pas. Alors que si Ouais. elle vient avec cet esprit de, bah là, je vais travailler peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant un an, peut-être pendant 2 ans et je vais pas faire d'argent. Mais au bout d'un moment, je vais faire de l'argent, ma vie, elle va changer, je vais passer dans vraiment une autre étape de ma vie. Bah, peut-être que dans son subconscient, ça va être plus facile de se dire, bah voilà, je suis là pour longtemps, je vais travailler pendant 7 ans et puis on verra, tu vois. Donc, je dirais que c'est ces deux choses-là. Je sais pas si toi, tu vois autre chose par rapport à tout ça. Non, t'as tout dit. T'as ce truc où est-ce que t'es vraiment repoussé par une douleur quotidienne là sur laquelle la vie elle appuie.
Tu vois, moi, pareil, Domino's Pizza, mec, livreur, ça a été la pire expérience de ma vie. Parce que c'est dans la restauration, donc c'est speed, on te parle comme de la merde. Et à un moment donné, en fait, tu te dis, waouh, attends, mais je veux faire ça ou... Et en fait, t'as pas le choix. Quand t'as pas le choix et que t'es dos au mur, non, là, c'est la meilleure situation pour réussir dès maintenant. Maintenant, t'as ce problème de... j'ai l'impression que le dropshipping, les gens ont cette mentalité, et ils l'ont toujours pas compris parce qu'ils sont bloqués en 2017, de c'est un business side hustle. En mode, ouais, tu te fais un petit peu d'argent de côté, puis c'est une source de revenus, puis t'inquiète, je me fais tout seul. Les gens comprennent pas que l'e-commerce, c'est un métier. Tout comme être boulanger, pharmacien, professeur, ce sont des métiers dans lesquels où, si tu veux être successful et gagner beaucoup d'argent dans ces métiers, faut être ultra compétent et faire partie des meilleurs. L'e-commerce, c'est la même chose. Donc, comme il a dit Yass au début, si tu investis juste 30 minutes par jour, c'est mort. Par contre, tu investis énormément de temps et ta vie, elle est... En fait, tout ton environnement de vie, il est adapté pour que justement, il y ait une reconversion professionnelle qui se crée ou que justement, tu vives de l'e-com. Tu es dans la bonne direction, mais prenez ça au sérieux. C'est pas juste un petit business que tu fais comme ça à la va-vite. C'est un vrai business, c'est un vrai métier, il faut devenir compétent et ça prend du temps. Parce que très souvent, les personnes qui abandonnent, c'est ça va pas marcher au bout de 2-3 mois. Bon, vas-y, c'est bon, ça marche pas, je vais sur la crypto ou je vais sur le trading ou je vais sur un autre business. Non, c'est normal que ça marche pas. On est tous passés par là, même si c'est chiant, même si tu perds de l'argent. Dans tous les cas, ça filtre. Et c'est pas les hacks, c'est pas les stratégies qui filtrent, c'est le temps. À un moment donné, si le temps veut pas te faire réussir et que tu abandonnes, bon, ben, c'était juste la suite logique de l'histoire. Donc le temps et surtout ce fait de prendre au sérieux en fait. Fais les choses bien. Donc les produits gagnants, les trucs en mode... ben, en plus, tu as fait une super vidéo YouTube là-dessus. Sur les produits gagnants, tu joues au loto. Ben ouais, non mais tu prends pas au sérieux. Tu vois, tu lances juste des bouts de plastique AliExpress à 2 euros. Comment tu veux réussir sur la durée? C'est pas possible. À 100%, complètement d'accord avec toi. Et je reviens juste à un truc sur ce que tu expliquais qui est très intéressant, c'est que tu disais de construire sa vie autour de ça. Bah, en fait, moi, c'est exactement ce que j'avais fait en 2017, c'est que j'avais un temps pour ce qui était primordial pour moi, donc bah, je travaillais à l'usine justement, j'avais un temps justement pour ma religion, j'avais un temps pour ma famille, et tout le reste de mon temps, sans exception, e-com. C'est-à-dire que moi, je dormais la nuit, quand je dormais, je mettais pas une vidéo de Squeezie. Je dormais, je me couchais dans mon lit, je mettais une vidéo e-com. Le lendemain, je me réveillais, je travaillais à l'usine, entre midi et 2. Quand je prenais mon téléphone, j'allais pas scroll sur TikTok, ou bon, il n'y avait pas TikTok à l'époque, mais je n'allais pas scroll sur Twitter ou sur Insta. J'allais sur YouTube, je mettais une vidéo e-com, je regardais des trucs e-com, et en fait, je mangeais e-com tout le temps, tu vois. Donc, bien sûr, je gardais toujours mon. On vous dit pas d'arrêter de travailler, on vous dit pas d'arrêter de passer du temps avec votre famille, on vous dit juste de. Et va falloir faire des sacrifices, tu vois. Pour le coup, à ce moment-là, je faisais moins de foot, j'allais moins au foot, j'allais moins au sport, etc. Mais d'ailleurs, voilà, je continuais à faire 2 foot par semaine, j'avais un peu de temps avec la famille, je travaillais à l'usine, et tout le reste, e-com. Je me tuais à ça, jusqu'à vraiment comprendre, en fait, capter qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, de quelle manière, etc. Et en parallèle, après, bien sûr, appliquer et pratiquer. Ouais, 100%. 100% d'accord. Et il y a une chose aussi qu'il faut comprendre avant de passer à la prochaine question, c'est des fois peut-être t'es juste pas fait pour l'e-commerce, il faut l'accepter. C'est-à-dire on est des humains et on est fait pour une poignée de choses et tout le reste on n'est pas fait pour. Et peut-être que t'es juste pas fait pour l'e-commerce. Dommage, c'est comme ça, c'est la vie parce qu'il faut quand même des facultés de base à respecter, naturelles. Si t'es pas fait pour l'e-commerce, c'est pas la fin du monde et c'est peut-être le cas. Peut-être que t'es super fort et la meilleure personne au monde pour cueillir des champignons et tu peux faire des millions là-dedans. Peut-être pas en e-commerce. Donc c'est avant tout un métier tout comme le foot. Peut-être que t'es pas fait pour le foot et tu peux t'entraîner énormément autant que tu veux. Tu vas peut-être pas finir pro. C'est comme ça. Et l'e-commerce, c'est la même chose. Donc c'est aussi pas fait pour tout le monde. Mhm. Je pense que, toi, de ton côté, est-ce que tu penses que les gens sont pas faits pour l'e-commerce ou pas faits pour l'entrepreneuriat? Je pense que c'est deux choses distinctes. Genre, il peut y avoir des gens, par Ouais, exemple, qui sont pas faits pour l'e-com, mais ouais, qui seront trop ouais, forts dans. intéressant. Ouais. Intéressant. T'en as, ils sont pas faits pour l'entrepreneuriat, c'est-à-dire ils sont pas du tout Mhm. faits pour prendre des risques, ils sont pas faits pour 100%. gérer un navire eux-mêmes. Il faut qu'il y ait une autorité au-dessus d'eux. Il faut qu'il y ait une autorité, et c'est pas mal. C'est-à-dire, tu peux être salarié et te verser des énormes salaires. Et il y a des avantages comme des défauts. Mais t'es pas fait pour être entrepreneur, oui, il y en a. Et d'ailleurs, la majorité des gens, ils sont pas faits pour être entrepreneur. Maintenant, c'est toujours cool de tester, pour savoir au moins si t'es fait pour ou pas. T'en as qui sont faits pour l'entrepreneuriat, peut-être pas pour l'e-commerce, parce que ça demande des facultés en logistique, en vente, en digital, etc. Peut-être que tu es super fort pour, je sais pas, vendre des champignons ou créer un business physique, un vrai restaurant physique, parce que tu as d'autres facultés, mais tu n'es peut-être pas fait pour l'e-com. Donc tu peux être fait pour l'entrepreneuriat, pas pour l'e-commerce, ou tu peux juste pas du tout être fait pour l'entrepreneuriat au sens global du terme, quoi. Ok, intéressant. Ouais, je suis plus ou moins d'accord avec ça, ouais. Complètement. Euh, Bon, on arrive à la fin. Yas, déjà, merci beaucoup. Je pense qu'on a apporté beaucoup de valeur aux débutants. Mec, Avec c'était plaisir. trop stylé. C'est le premier épisode et vraiment, c'est un honneur de pouvoir le faire avec toi, sincèrement. Et Ça fait trop plaisir.
ma question, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu veux qu'on mette en description? Dis-nous tout. Tranquille, juste le lien, la chaîne YouTube, les gens ils regardent. Je suis pas forcément là pour parler d'autres choses, mais voilà, ouais, YouTube, il y a plein de valeurs encore par rapport à Google Ads. S'il y a des gens qui sont intéressés par vendre des produits recherchés par des consommateurs, bah, moi j'explique tout sur ma chaîne YouTube. Et voilà, juste le lien YouTube et les gens ils regardent. Et s'ils sont intéressés après, s'ils veulent aller plus loin, j'explique de toute façon tout dans les vidéos. Et puis au-delà de ça, il y a de la valeur, ils peuvent déjà tâter le terrain Ouais, avec tout ça. on kiffait. Mais pour enchaîner, merci beaucoup Sofiane, ça fait vraiment plaisir. C'est un honneur aussi pour moi, en plus d'être le premier. Et je t'ai dit, c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire, c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, je suis devant ma caméra tout seul, ou alors juste une fois, je m'étais fait interviewer, mais c'est pas en mode podcast. Et si je l'aurais fait, c'était vraiment avec toi et très peu de personnes dans ce domaine de l'e-com où il y a beaucoup de rats. Et toi, voilà, j'ai totalement confiance et je sais que tu es un mec ultra clean et voilà, on a la même vision de l'e-com, donc vraiment grand plaisir. C'était trop cool et hâte de pouvoir refaire un truc ensemble à venir. Merci à toi, Yas. Merci à vous, les amis. N'hésitez Avec pas à le suivre plaisir. sur les réseaux, à me suivre sur les réseaux. On met tout en description.